Salut, bienvenue sur Terra Adventum, 13e vidéo de décryptage de voyage au centre de la Terre de Jules Verne. C'est parti avec les chapitres 29 et 30. N'hésitez pas à voir ou à revoir les épisodes précédents pour bien comprendre celle-ci. On se rappelle, Axel, Lidenbrock et Hans sont entrés dans le volcan Sneffels, direction le centre de la Terre. Après avoir passé bien des jours et franchi plusieurs kilomètres, Axel s'est perdu et c'est à bout de force qu'il arrive à discuter avec son oncle par un phénomène d'acoustique. Axel se dirige donc vers son oncle, mais voilà que le sol manque à ses pieds, tombe et perd connaissance. Chapitre 29. On est donc logiquement le 7 août, cela fait 72 jours qu'Axel et Lidenbrock ont quitté leur maison d'Allemagne et 40 jours qu'ils sont sous terre en compagnie du guide Hans. Axel reprend connaissance, Lidenbrock est bien sûr plus que ravi. Après discussion, on apprend qu'on est le 9 août. Axel a donc perdu connaissance 2 jours, mais très faible, il se rendort pour se réveiller le 10 août, dans une grotte charmante. Il se demande toutefois s'il n'a pas perdu la tête, car il observe une certaine clarté, alors qu'aucune lampe n'est allumée. Il perçoit même le murmure des vagues, comme s'il était près d'un point d'eau, ainsi que le bruit du vent. Axel se dit que ça y est, son oncle a abandonné, ou alors a réussi son voyage. Dans tous les cas, ils sont revenus à la surface, youpi! Quelle satisfaction! Lidenbrock lui apprend alors les détails sur sa chute. Une grande chute dont il doit la vie seulement par un gros bloc qui s'est détaché sous ses pieds et qui s'est transformé en véhicule dévalant la pente raide. Mais même avec ça, c'est un miracle qu'Axel ne soit pas mort. Lidenbrock promet alors à son neveu de ne plus jamais se séparer. Ah, ne plus jamais se séparer. Cela veut dire qu'ils sont encore sous terre. Alors c'est sûr, Axel a pris un coup au cerveau. Il voit des lueurs qui n'existent pas et des bruits qui en sont de même. Il le fait savoir à son oncle, qui trouve ça des plus logiques, mais il ne veut pas tout expliquer, montrer tout de suite à son neveu qui est encore trop faible. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut attendre qu'il soit bien rétabli pour embarquer. Embarquer? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi embarquer? Y aurait-il donc un fleuve, une mer? Bref, la curiosité d'Axel est à son sommet, il a besoin de voir, et il sort donc de la grotte. Fin du chapitre 29. Chapitre 30. Effectivement, Axel se trouve nez à nez avec une mer, une grande étendue d'eau, c'est incroyable. Mer qui a déjà un nom, la mer Lidenbrock, une véritable mer ou océan avec des plages, des falaises. Ce qui préoccupa notre héros dans un premier temps, c'est bien de... Mais d'où peut venir cette lumière? Qu'est-ce qui la produit? Ça ne peut être ni le soleil, parce que c'est une lumière qui ne chauffe pas, et ni la lune, car la lumière est trop forte. Non, son origine semble être électrique. Dans le même principe qu'une aurore boréale. Une aurore boréale est provoquée par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère. Ce n'est donc bien sûr pas le cas ici, sous terre, il n'y a pas de vent solaire, mais cela doit être un phénomène analogue. Dans ce ciel souterrain se trouvent aussi des nuages, produits de la condensation de l'eau de cette mer. Axel est surpris de se dire que l'eau peut donc s'évaporer, alors que la pression est plus importante qu'en surface. Et effectivement, regardez ce diagramme de phase de l'eau. À notre pression atmosphérique, l'eau liquide devient gaz à 100 degrés. Mais si on augmente la pression, cette température augmente. Mais bon, ici dans ce roman, ce n'est pas le cas, des nuages sont bel et bien formés. Il faut bien sûr imaginer cet endroit comme une énorme cavité. Excavation avec une mer et des nuages au plafond de la voûte granitique. Cela reprend la théorie de la Terre creuse, comme quoi une surface interne de la Terre serait habitable, voire même la possibilité qu'il y ait de la vie sous terre. Beaucoup de romans imaginent cela d'ailleurs. Axel pense à un capitaine anglais qui a adopté cette théorie. Il fait sans doute référence à John Cleve Symnes Jr., qui en 1818 proposa une variante de la théorie de la Terre creuse, comme quoi il est possible d'y accéder par les pôles. Mais c'est le physicien suisse Leonhard Euler qui postula l'existence d'une source lumineuse à l'intérieur de la Terre, comme un soleil intérieur. Idée reprise par le physicien écossais John Leslie, qui propose plutôt l'existence de 2 soleils, Pluton et Proserpine. Pluton et Proserpine étant la version romaine de Hadès et Perséphone. Quoi qu'il en soit, ces théories sont actuellement au XXIe siècle pure fantaisie.
Mais nos héros se trouvent bel et bien dans une grande excavation dont ni la largeur, ni la longueur et la hauteur peuvent être mesurées. Les nuages, cependant, semblent être à une distance de 2000 toises, soit 3,9 km, ce qui est bien sûr beaucoup. Axel nous énumère quelques grandes cavités réelles à travers le monde, mais qui n'en rien est analogue à celle où il se trouve. La grotte de Guacharo, située au Venezuela et non en Colombie, visitée effectivement par Alexander von Humboldt en 1799. Plus d'infos sur Humboldt dans la vidéo dédiée. Une grotte de tout de même 10 km et d'une superficie de 627 km². La caverne du Mammouth, c'est bien au Kentucky, et il y a bien 676 km de galeries. Mais sa superficie n'est que de 214 km². Quoi qu'il en soit, rien n'équivaut à la grande cavité où se trouve Axel, son oncle et le guide. Axel nous dit que cela fait 47 jours qu'il se trouve sous terre. Sauf que nous avons calculé 43 jours. Alors soit on s'est trompé, soit il a dormi bien plus longtemps, soit Jules Verne ne nous a pas fait savoir qu'on changeait de jour, soit il s'est trompé. Cela veut dire que nous ne sommes pas le 10 août, mais le 14 août. Lidenbrock et son neveu partent faire une petite promenade le long de la côte. Là, ils rencontrent une grande forêt souterraine, des arbres taillés en parasol. Des arbres, enfin, c'est ce que l'on peut penser de loin. Et c'est logique, une forêt, c'est des arbres. Sauf que non, en se rapprochant, ils découvrent que ce ne sont pas des arbres, mais des champignons. Des champignons gigantesques, beaucoup plus grands que le Lycoperdon giganteum cité par Axel, qui est le nom scientifique de la veste de loup géante, qui peut atteindre 80 cm de diamètre pour un poids de 25 kg. Axel nous dit que Pierre Bulliard, naturaliste français, en a mesuré à 9 pieds de circonférence, soit 2,7 mètres. Faisons un petit calcul avec le 80 cm de tout à l'heure, circonférence d'un cercle, 2 pierres, 2 fois pi fois 40 cm égale 2,5 mètres, donc on est vraiment pas loin de la mesure de Bulliard. Mais là, ces champignons souterrains sont énormément plus volumineux. Axel estime leur hauteur entre 30 et 40 pieds, soit entre 9 et 12 mètres, et un diamètre équivalent. 12 mètres de diamètre, cela donne 37,7 mètres de circonférence, très loin des 2,7. Un peu plus loin sous le parcours, il découvre cette fois des vrais arbres aux dimensions phénoménales. Des lycopodes de 100 pieds, soit 30 mètres, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, des lépidodendrons. Exactement comme le dit Lidenbrock, ce sont des arbres du passé. Il s'agit d'une flore du Paléozoïque et ou du Mésozoïque. C'est sûr, jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête. Ces plantes, disparues tout de moins dans leur proportion en surface, sont toujours présentes à profondeur. Mais effectivement, comme le dit Lidenbrock, s'il y a des plantes, il y a peut-être des animaux. Il faut juste regarder le sol pour s'en apercevoir. Il est rempli d'ossements. Ossements qu'Axel peut nommer sans hésiter. Il y trouve donc des molaires de Dinotherium, une sorte d'éléphant, un fémur de Megatherium, un paresseux géant, tous des espèces disparues de la surface. Bon, après là, ce sont des animaux de la préhistoire, des espèces qui ont pu rencontrer les premiers humains, ce qui n'est pas le cas de la flore qui est beaucoup plus ancienne. Lidenbrock émet l'hypothèse comme quoi des affaissements du sol à la surface se sont produits, entraînant des terrains sédimentaires en profondeur. Et oui, comme le dit Axel, si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés? Une inquiétude tout à fait réaliste, mais pour le moment, pas de mauvaise rencontre. Le retour vers le campement se fait sans incident et la fatigue se fait sentir. Fin du chapitre 30 et fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite des aventures d'Axel à travers les profondeurs de la Terre.